c'est l'industrie manufacturière. Et pourquoi parce qu'ils ont délocalisé, certainement. Voilà. Et puis la transformation d'énergie, effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts effectivement faits dans ce domaine-là. L'agriculture a fait beaucoup d'efforts, et j'ai envie de dire pas tellement l'élevage, mais plutôt les grandes cultures et la sylviculture. Et puis par contre, effectivement, tout ce qui est transport routier, aérien et résidentiel ont continué à augmenter. Donc finalement, on a annulé les efforts qui ont été faits par l'application finalement de l'accord de Kyoto sur les secteurs industriels que j'avais mentionné précédemment. Alors évidemment c'est complexe, mais ce qu'il faut bien, ça c'est l'outil pour travailler. C'est-à-dire il faut regarder un petit peu d'où viennent les grandes sources. Alors les grandes sources ultimes, on va dire, d'émissions de gaz à effet de serre, en fait c'est l'énergie, le transport, les combustibles, l'industrie, le changement d'occupation du sol. Ça c'est quand même 20% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le changement d'occupation du sol. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait un rond-point, chaque fois qu'on fait une autoroute, chaque fois qu'on fait un nouveau lotissement, un aéroport par exemple, c'est autant c'est considérable en fait l'impact que ça a en termes d'augmentation des gaz à effet de serre. Et puis effectivement en fait, avant d'aller dans l'atmosphère, ça passe par toute une chaîne très complexe qui intègre en fait des chaînes technologiques. Et je pense qu'en fait ça c'est le nœud sur lequel il faut travailler. Et vous êtes ici vous des ingénieurs des arts et métiers, vous comprenez ça mieux que personne, et je vous encourage à vous investir dans ces process parce que effectivement je crois que le professeur Foss, il faut absolument innover, aller chercher à boucher les fuites, toutes les fuites quelles qu'elles soient, parce que finalement il y a tellement de fuites que il faut les boucher toutes, quoi. Alors les villes, elles représentent une charge écologique croissante pour la planète, demande en eau croissante, pollution des eaux et des sols, pollution atmosphérique, déchets ménagers urbains, changement d'occupation du sol par son extension irraisonnée, consommation énergétique aussi bien brute que grise, matériaux. Donc c'est vraiment le problème, et c'est pour ça qu'effectivement on a organisé en fait pour le sommet EcoCity un programme de 100 sessions thématiques où on va balayer les 5 grandes priorités de la ville pour demain. 1. Réduire son empreinte écologique. 2. Négocier sa transition énergétique. 3. Renforcer les solidarités à l'intérieur de la ville, mais aussi au plan de son territoire d'ancrage et de l'international. Organiser mieux la ville durable dans sa fonctionnalité, et finalement mobiliser et activer les leviers du changement, parce que ça ne va pas assez vite. Et puis il y a 4 grands défis pour chacune de ces priorités-là. 1. Concevoir des solutions, donc il faut réfléchir aux problèmes, notamment on parlait de l'économie circulaire, c'est une mine de réflexion et c'est un gisement d'innovation sur lequel qui n'est pas complètement investi. Il faut des solutions industrielles. Les associatifs aussi, sur certains domaines, ont des choses à proposer, pas simplement dans le technologique, mais aussi dans le social, parce que c'est un problème socio-écologique, et l'enjeu technologique ne peut pas être déconnecté de l'enjeu social et écologique. Financer, parce qu'on est en temps de crise, donc il y a de l'optimisation dans l'air, il faut faire plus avec moins, donc il va falloir faire mieux. Voilà. Et puis il y a un enjeu aussi de régulation, de gouvernance, parce qu'on vit, en fait, la France est un bel exemple de pays qui est un peu bloqué dans sa transition par une réglementation d'un autre âge. Alors, on peut travailler sur le plan local, et nous on le fait avec le réseau de recherche TASC autour de l'IRD et qui mobilise bien d'autres. Et notamment, on a travaillé sur la méthodologie du plan climat, qui initialement était un peu une idée de l'ADEME, qui avait développé une méthode bilan carbone d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre. Puis on a travaillé avec eux au niveau des Nations Unies, et on est arrivé à développer une méthode en fait qu'on appelle plan climat territorial intégré. Et donc là, je rebondis un petit peu sur une question qui a été posée tout à l'heure. À quelle échelle territoriale? On s'est beaucoup posé la question, est-ce la ville, est-ce la municipalité, est-ce le canton, etc., le district? En fait, on s'est rendu compte globalement que c'est l'échelle régionale au sens un peu départemental ici, qui est l'échelle la plus pertinente. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour dire qu'un plan climat, ça veut dire accompagner un processus depuis les études de vulnérabilité et de bilan carbone
jusqu'à la mobilisation des ressources pour financer un portefeuille de projets stratégiques, et ça suppose d'intervenir sur le renforcement de l'expertise locale, l'accompagnement on va dire, des techniciens, et l'accompagnement également des preneurs de décision, c'est-à-dire des élus. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut bien avoir conscience que dès le départ, il ne faut surtout pas faire un plan climat depuis un cabinet, le faire faire par un cabinet. Il faut que dès le début, la conception, tous les acteurs soient autour de la table. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Je pars demain en fait à Dakar, parce que en fait lundi et mardi, le Conseil régional de Dakar, grâce en particulier à l'appui qu'il a pu obtenir du Conseil régional d'Île-de-France, va lancer le plan climat territorial intégré. Alors les problèmes, nous on a été chargés dans ce cadre-là de réaliser les études de vulnérabilité, et les problèmes sont immenses, immenses. Un problème de remontée des eaux, d'inondation, de sécheresse, des problèmes de prélèvement massif de sable, des problèmes de lotissement anarchique du littoral, donc qui empêche toute régulation naturelle de la dune côtière. On a des problèmes d'englavement du port, puisque Dakar c'est d'abord un port, c'est le port par lequel c'est un on va dire des soupapes de sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce port-là aujourd'hui il est enchâssé dans la ville, donc il est complètement enclavé. Et donc la problématique du plan climat, c'est de désenclaver aussi le port, parce qu'autour de ça il y a des matières dangereuses. La ville a complètement chassé parce qu'on a laissé filer l'urbanisme. Disparition de la ceinture verte. Donc aujourd'hui il y a 80% de l'aliment des Dakarois qui vient de l'extérieur, mais je dis de l'extérieur, de l'étranger, en dehors, outre-mer. D'accord ? On ne peut pas aujourd'hui concevoir un plan climat sans une ceinture verte, puisque un des enjeux, en fait, comme il a été rappelé à plusieurs vues par vous deux, en fait, s'alimenter, aujourd'hui, c'est manger du pétrole transformé et acheminer avec force pétrole. Donc en fait, la solution, c'est de produire écologiquement en proximité. D'accord ? Donc, une ceinture verte est obligatoire à Dakar. Accumulation de déchets solides. On a un problème systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas impunément importer des matériaux, des aliments, etc., et les laisser sur place. Ça surcharge. On faisait le calcul ce midi, c'est à peu près 50 km3. 50 km3 de déchets à Dakar. Sur une décharge. Évidemment, il y en a d'autres, etc. Mais M22, c'est 50 km3 de déchets. Bien sûr, ça fait vivre toute une économie locale, mais c'est des déchets qui sont extrêmement contaminants pour le milieu. Voilà. Et puis finalement, une dépendance absolue aux énergies fossiles importées par voie maritime dans un contexte où déjà le changement climatique y rend la mer plus dangereuse. Voilà, je vais m'arrêter là.